rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film étonnant qui sort le 7 juin, donc après-demain, on enregistre lundi. C'est un film que j'ai découvert à la base au Cinéma du Réel, et donc je devais interviewer son auteur, et malheureusement, suite à quelques petits soucis, ça n'a pas pu se faire, mais on savait déjà qu'il y avait une date de sortie, donc on s'était promis d'avoir cette conversation. Le film s'appelle Le Vrai du Faux. C'est un film, je vais pas dire un documentaire ou une fiction, un film, voilà, pour pas aller plus loin. Et son auteur est Armel Oustiou, que vous connaissez, chef-op, réalisateur aussi. Il a fait deux longs métrages que sont Rive en 2011 et en 2015 Une histoire américaine. Et donc aujourd'hui, il revient avec un film qui s'appelle donc Le Vrai du Faux. Et je suis très très content. Je remercie Stanislas Baudry pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Armel est là pour nous en parler. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation dans votre émission. Je tiens juste à préciser que c'est mon 4e long métrage. Il y a eu un Quatrième, film oui, pardon. avant qui s'appelait La Pyramide Invisible, qui était également au Cinéma du Réel en 2019. Mais là, c'est votre. C'est-à-dire que les deux films que j'ai cités sont deux fictions, et La Pyramide Invisible et Le Vrai du Faux, c'est deux documentaires, c'est ça? C'est pour ça que Voilà, après, effectivement, on va dire 4 films. Vous avez raison, ce sont des films avant tout, donc c'est 4 films. Mais j'aimerais que, alors d'habitude, je donne comme ça le synopsis du film avant de commencer à en discuter avec son auteur ou son autrice, mais j'aimerais vraiment là pour le coup que ce soit vous qui nous racontiez, parce que en même temps, c'est aussi la genèse, c'est le point de départ de ce film étonnant que je recommande vraiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai du faux? Comment le film prend, ou d'où prend sa source? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé surtout? C'est vrai que le point de départ est assez particulier, puisque effectivement c'est en quelque sorte un film qui est venu vers moi, en tout cas l'histoire est venue vers moi, puisque tout a commencé il y a quelques années déjà, quand un ami musicien avec qui j'étais en train de tourner un vidéoclip me dit: écoute, c'est bizarre, j'ai voulu t'ajouter sur Facebook, mais je ne comprends pas trop, tu as 2 profils. Donc je ne comprends pas trop moi-même non plus. Je me rends sur Facebook, je tape mon nom et je découvre que, bon, il y a un profil qui existe, qui est le mien, et puis un autre profil que moi j'ai pas créé, mais sur lequel il y a des photos de moi, il y a mon nom. Donc ça m'intrigue, je vais voir qu'est-ce qui s'y passe, et je découvre donc que cet autre moi, cet autre Armel Oustiou a plein d'amis, mais que des femmes, qui habitent toutes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et surtout qu'il publie régulièrement des messages comme quoi il organise des castings pour des films auxquels toutes ses amies ou toutes mes amies étaient conviées. Donc bon, je me dis, bon, clairement là, il y a usurpation d'identité, et je décide de signaler à Facebook le compte pirate, pour disant qu'il doit y avoir quelque chose peut-être de pas très clair qui se trame derrière tout ça. Je trouve donc sur l'application l'onglet où on peut justement signaler une usurpation d'identité, et bon, je pense que tout ça va se résoudre assez rapidement, jusqu'à ce que 15 jours après, je reçois une réponse de Facebook, ou d'un algorithme qui doit gérer ce genre de demande, qui me dit: merci pour votre requête, nous l'avons analysée, mais nous tenons à vous dire que selon nous, il ne s'agit pas d'un faux profil, et donc cette page ne sera pas clôturée. Donc là, la situation devenait très, très étrange et absurde, puisque finalement, ça laissait entendre que si le faux moi de Kinshasa n'était pas le faux, implicitement, le faux, c'était moi. Et je me suis dit, on dirait vraiment le début d'un scénario, justement d'un film mi-absurde, mi-fantastique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il y a peut-être un film à faire autour de ce point de départ qui me semblait effectivement assez incongru. Voilà. Finalement, ce film est né grâce à Facebook, en quelque sorte. Mais quand on a ce genre d'idée, ce genre de sujet qui vous vient comme ça, comment on travaille la matière? Est-ce que ça s'écrit d'abord un petit peu, ou alors vous y allez tout de suite là-bas, et vous êtes dans cette résidence d'artiste que vous nommez dès le début dans le film, et vous faites ça au fur et à mesure, ou comment
comment vous avez travaillé ce film? Alors, en fait, effectivement, moi, il y avait, au-delà de cette espèce d'intuition initiale qui me faisait me dire qu'il y avait potentiellement un film à faire autour de ça, moi, je connaissais pas du tout ni Kinshasa, ni le Congo. J'avais quelques images de films en tête comme ça que j'avais vu, mais c'est un endroit que je connaissais pas du tout. Et en fait, la première difficulté, ça a été de trouver une façon d'aller là-bas parce que je m'étais un petit peu renseigné. J'avais vu qu'il fallait avoir des visas. Pour avoir un visa, il fallait être invité. Moi, je ne connaissais personne. Voilà, du coup, il y a un peu de temps qui s'est écoulé jusqu'au jour où je rencontre par des amis communs ce duo de réalisateurs français qui travaillent beaucoup au Congo, Adrien Lavapeur et Corto Vaslav, qui travaillent dans l'autre Congo. Il y a 2 Congos. Mmh. Eux, c'est le Congo-Brazza, mais ils connaissaient un peu Kinshasa et ils me disent: «Écoute, il y a une petite résidence d'artistes qui a été montée justement par des artistes congolais qui s'est ouverte à Kinshasa. On peut te mettre en lien, peut-être qu'ils peuvent t'aider». Donc voilà, donc j'ai contacté effectivement cette résidence d'artistes, La Vie est belle et relativement rapidement ensuite, j'étais en lien avec certains des résidents, notamment Peter, qui est devenu un des acteurs du film, qui est le manager du lieu, Sarah Ndele, une des actrices qui travaillait là-bas, et qui m'ont dit: «Oui, oui, on peut t'aider pour le visa et puis surtout, tu es le bienvenu à la résidence». Et voilà, et arrivé là-bas, en fait, très vite, moi, j'ai commencé à raconter mon histoire aux gens avec qui je vivais, qui étaient donc principalement des jeunes artistes congolais, que ce soit sculpteurs, danseurs, performeurs beaucoup aussi, et qui finalement ont trouvé mon histoire assez drôle et m'ont dit: «Écoute, on peut t'aider, on peut essayer de t'aider à retrouver ton double à Kinshasa». Donc le fait d'arriver là-bas, ça a été non seulement finalement un décor magnifique qui s'ouvrait à moi, puisque moi j'étais hébergé dans ce lieu qui regorgeait de propositions artistiques, de répétitions théâtrales, et cetera. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré aussi mon équipe, en fait, les gens qui m'ont proposé de m'accompagner et qui sont devenus eux aussi finalement les personnages du film. Voilà, sans oublier Elim Bansing, un vidéaste, photographe qui était résident là-bas aussi et à qui j'ai confié la deuxième caméra, et on a tourné tous les deux, voilà, chacun avec une caméra, donc avec 2 points de vue aussi sur cette histoire. Mon point de vue de réalisateur français qui débarquait au Congo, et puis le point de vue justement d'un artiste vidéaste congolais originaire de Kinshasa. Donc vous n'écriviez, vous n'aviez pas un semblant ou un début ou quelque chose comme ça pas un texte, mais au moins, oui, quelques feuilles qui pourraient peut-être orienter le film. Vous ne saviez pas finalement ce que vous alliez filmer. L'idée était de trouver cette personne, si elle existe ou pas, peu importe, mais de la trouver. Parce que le film ensuite prend d'autres allures. Voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. On va en parler après quand le film quand le film quitte la ville pour aller vers autre chose. Et puis le film aussi dit beaucoup du rapport à l'art, du rapport au vrai, du rapport à l'Afrique aussi. Donc, c'est pour ça que je me permets cette question. Est-ce que c'est au fur et à mesure que vous sentez vers quoi le film peut vous emmener? C'est-à-dire que oui, c'est ça. Moi, j'avais un espèce de postulat de départ qui me semblait assez intéressant parce qu'il y avait justement une dimension, à mes yeux, déjà assez cinématographique au départ, puisque finalement, la forme de l'enquête, du thriller, comme ça, c'est un genre en soi au cinéma. Et puis finalement, les enjeux qui étaient derrière cette enquête, c'était beaucoup d'enjeux qui eux-mêmes me semblaient assez cinématographiques, puisqu'il y avait la question du double, du vrai, du faux, la question du casting, puisqu'il y avait cet enjeu de casting qui était réalisé à mon nom. Donc oui, effectivement, j'avais pas une trame très précise, si ce n'est que j'avais une espèce d'intuition qu'il y avait beaucoup de promesses qui pouvaient justement avoir un intérêt cinématographique. Après, non, après une fois là-bas, je me suis effectivement retrouvé dans cette enquête qui n'était pas toujours simple parce qu'en plus, moi je connaissais pas cette ville là. Kinshasa, c'est une des villes les plus grandes d'Afrique. C'est devenu la plus grande ville francophone au monde avec environ 20 millions d'habitants. Donc une ville gigantesque, tentaculaire, assez chaotique. Je suis arrivé, en plus c'était la saison des pluies, ce que j'avais pas Ouais. forcément anticipé. Donc je me retrouve comme ça plongé avec des espèces de scènes de déluge. Et avec effectivement cette espèce de fil qui était relativement ténu, mais voilà. Après, moi, j'ai une dimension un peu entêtée, et puis surtout, j'allais en me disant, il y a peut-être un film à faire autour de ça. Donc voilà, je me suis vraiment plongé corps et âme dans cette enquête. Et effectivement, un peu comme j'avais pu peut-être l'espérer, à partir de ce point de départ,
beaucoup d'autres. Je suis allé de découverte en découverte, et l'enquête, finalement, au fur et à mesure que le film avançait, se ramifiait un peu comme des poupées gigognes ou poupées russes, comme ça, où au fur et à mesure que j'avançais quelque part, il y avait d'autres choses qui surgissaient. Donc voilà, le tournage a été très dense. C'est plutôt au montage ensuite qu'il a fallu réussir à unifier tout ça, trouver le fil, le conducteur, la trame, et c'est pour ça que le montage, lui, a été assez long. Le tournage en tant que tel, ça a été plutôt une espèce de tourbillon dans lequel j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, ni de me poser, ni même effectivement anticiper quelle serait la forme finale du film. Vous êtes resté combien de temps là-bas à Kinshasa pour faire ce film? Enfin, pour faire cette enquête, hein, filmée. Alors, en fait, pour tout vous dire, il y a eu 2 séjours. Le premier séjour, mais en fait, qui est là où vraiment le film s'est fabriqué et où la trame du film s'est construite, ça a duré 5 semaines. Et c'est de retour en France, j'ai pu, justement, avec cette matière qui était effectivement très, très riche, monter, trouver la structure du film. Et grâce à cette première matière, on a trouvé, grâce à Bokelupo Film, là, mon producteur, quelques financements. Météor Film aussi, le distributeur du film, a entendu parler du projet et a proposé de nous accompagner à ce moment-là. Et grâce à ces 2 soutiens, j'ai pu retourner pour un 2e séjour 1 an plus tard. Mais voilà, qui était un séjour où, en fait, grosso modo, je savais à peu près ce à quoi ressemblerait le film, et j'avais davantage besoin de quelques séquences charnières, ou bien de développer un peu quelques personnages que j'avais déjà rencontrés, mais pas assez filmés. Donc il y a eu la chance de faire ce 2e tournage qui a permis un peu d'étoffer les rushs, même si finalement, après ce premier tournage, je pense que si j'avais pas pu retourner là-bas, le film aurait existé avec cette première matière. Pardonnez-moi ces questions qui sont vraiment très cuisine interne, mais en même temps, c'est beau parce que ça fait partie de la fabrication de ce film. Et ce film parle aussi de ça, de comment fabriquer une image ou des images, et il y a un très très beau plan, pratiquement vers la fin, mais il est magnifique ce plan. Peut-être parce qu'on sait pas, on sait pas à quel genre il emprunte. C'est quand vous êtes avec votre double, tous les deux, et face à cette espèce de rite, et vous êtes dans le cadre, tous les deux dans le cadre, et vous vous regardez bizarrement, enfin surtout vous. Et là où je veux en venir, c'est que euh, il y a un moment quand vous trouvez. Est-ce que c'est bizarre comme question que je vais vous poser, mais est-ce qu'il y a une petite déception dans la résolution de l'énigme, et donc, ou alors est-ce que votre rapport au film prend une autre tournure beaucoup plus dynamique que ça? Alors, sur la question de la résolution de l'énigme, je ne sais Oui. pas dans quelle mesure elle est complètement résolue d'ailleurs. En tout cas, effectivement, il y a un tournant dans le film qui oui, pour moi, était palpitant, en fait, de voir les choses qui surgissaient comme ça, où finalement, tout d'un coup, la réalité finit justement par dépasser la fiction, et où les pistes ou comment dire, les petits grains qu'on pense avoir semés sur le chemin finissent par amener quelque part. Non, ça, c'était plutôt au contraire une très, très belle, un très beau moment, enfin, un mélange de surprises, de moments. Enfin, mais ça, c'est aussi toute je pense, la force et la beauté du documentaire. C'est justement quand il y a des choses qui se passent, qui dépassent presque ce que moi-même j'aurais pu espérer. Et puis ensuite, effectivement, grâce à cette rencontre, je rencontre quelqu'un qui, bah, même si au début j'étais un peu méfiant, on finit par s'apprivoiser un peu mutuellement, et le film raconte ça aussi. C'est que finalement, au-delà de cette histoire d'arnaque qui finalement est un point de départ, le film amène ailleurs, et que ce faux profil Facebook, c'est aussi finalement presque un prétexte pour faire des rencontres, pour faire des découvertes. Et en l'occurrence, il y a presque une histoire de fraternité qui surgit de cette histoire. Et c'est vrai que cette cérémonie-là à laquelle j'étais convié, qui est à l'origine une cérémonie, en fait, qui se passe pas à Kinshasa, justement. Je quitte Kinshasa et je pars à la campagne, sur ce qu'on appelle le plateau de Bateke, et je finis par être convié justement à cette cérémonie
une cérémonie de séparation des jumeaux où justement les esprits sont invoqués pour essayer de séparer les entités qui peuvent justement être un peu gémellaires comme ça. Et effectivement, le plan que vous évoquez, moi, il me semble hyper intéressant parce que je crois que c'est le seul moment du film où finalement on est réunis tous les deux l'un et l'autre et effectivement on se regarde chacun un peu surpris, un peu amusé, un peu inquiet, mais avec aussi une espèce d'amitié, je crois, finalement, qui surgit dans cette histoire-là. Et puis après, ce qui est très beau, c'est que, sans vraiment aller on dit maintenant Faut pas tout spoiler. spoiler, ouais. Faut pas tout spoiler. Mais vous savez que moi, je suis sorti de votre film toujours avec des interrogations, hein. Et puis, c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui est très beau. Il y a certaines questions que je voudrais pas vous poser parce que ça me gâcherait un peu le film, donc je préfère pas, sur le rapport à la fiction et au documentaire. Je pense que c'est pas important d'en savoir trop. C'est très bien De toute comme façon, ça. le titre du film, parle de ça Eh déjà. ben oui, voilà. Donc c'est pour ça que je me dis bon, ça, je veux pas le savoir. Mais par contre, par rapport à la fabrication, c'est passionnant. Mais donc, oui, et puis il se passe un truc qui fait que là, vous êtes même plus dans le plan à un moment. C'est que c'est comme si la caméra. C'est comme si la caméra vous échappait en fait et allait ailleurs avec cette voix très très belle comment dire, de votre double, de votre alter ego, je ne sais pas, mais en tout cas de la personne de l'autre Armel peut-être. Et là où je veux en venir, c'est que comment vous avez, parce que c'est vrai que il y a eu certainement un travail énorme sur le montage. J'ai 2 questions à vous poser par rapport à ça. La première, quand est-ce qu'il y a eu le déclic où vous avez trouvé la structure? Parce qu'il faut dire que si j'ai bien compris, pas de scénario, rien d'écrit, il y a une structure, il faut la trouver. C'est parti d'où? Et puis surtout, comment vous avez su à ce moment-là, il fallait arrêter le film, que le film se terminait à ce moment-là? Parce que la fabrication de votre film, c'est pas si enfin, aujourd'hui je pense, hein, dans ce que l'on voit dans le cinéma français, en l'occurrence, c'est pas de cette manière que sont faits les documentaires. C'est pour ça que je trouve encore plus intéressant cette idée de. Enfin, on a l'impression d'être dans une certaine période, comme les années 70, quelque chose comme ça, où il y avait une manière de travailler la matière et de filmer, et quelque chose allait ressortir de cela. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, ce côté-là. Non, mais merci, je le prends comme un compliment. Oui, sur la question effectivement, des années 70, moi, je sais que c'est, voilà, moi, sur ce projet-là, j'ai eu une grande liberté, je pense, et ça, c'est quelque chose de précieux, et c'est peut-être aussi grâce à la dimension cinématographique du film. Je pense que c'est des choses qui, à la télévision, sont beaucoup plus compliquées à réaliser, parce qu'il y a des contraintes aussi plus normatives. Sur la structure, moi, j'avais quand même des idées en tête avant de partir, et une des références que j'avais en tête, une des idées où je me disais, tiens, il y a quelque chose peut-être qui pourrait s'associer à ça, c'est le livre de Dostoïevski, le double, puisque dans le double de Dostoïevski, justement, le personnage principal, Goliathkin, se réveille un matin à Saint-Pétersbourg, et donc il découvre que non seulement il a un double dans sa ville, et puis il se rend au boulot, et puis il se rend compte en fait que le double travaille comme lui au même endroit, et surtout il se rend compte que son double travaille mieux que lui, et en fait son double est plus aimé que lui ne l'est. Et donc il y avait quelque chose dans cette forme que je trouvais assez intéressant, à la fois absurde, à la fois drôle, et en même temps presque un peu métaphysique. Et je dois vous confesser effectivement que la structure du film, elle est un peu inspirée de cette trame-là, dans la mesure où, sans tout dire, il y a un moment donné, effectivement, mon personnage disparaît, et c'est le double, en quelque sorte, qui finit par prendre le dessus, et apporter sa parole à lui, tout en disant que finalement, l'histoire de Facebook, ça l'intéresse pas trop, et qu'en fait, au Congo, il y a des choses importantes à dire, et lui prend la parole et les dit. Et c'est vrai que pour moi, dans cette structure, il y a quelque chose qui effectivement évoque un peu cette dimension mythologique, un peu du double. Voilà. Après, encore une fois, voilà, c'est des choses après qu'on a beaucoup travaillé au montage avec Mario Valero, l'ami monteur, réalisateur aussi, avec qui j'ai travaillé. On a beaucoup cherché, travaillé, essayé à partir de cette matière. Enfin, le documentaire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut sembler plus facile au tournage à mesure où on peut se lancer effectivement relativement facilement dans un projet. Ensuite, c'est le montage où il y a toute une étape beaucoup plus compliquée, parce qu'il y a effectivement une étape qui devient une étape d'écriture, mais une écriture avec
une matière qui est déjà là, donc il y a une espèce de contrainte. Et c'est vrai que le montage était assez long, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un premier montage après ce premier séjour, et après le deuxième séjour, on a tout repris à zéro, on a repris aussi le montage à partir de la nouvelle matière. Donc oui, c'est un projet quand même qui s'est inscrit dans la durée, et tout le travail d'écriture s'était fait beaucoup suite au montage. Oui. Il y a comme ça. Et combien de temps vous a pris en tout et pour tout ce montage? Avec les tout deux. je dirais presque 1 an et demi. Il y a eu à peu près, c'est ça, oui. à peu près, enfin, en incluant ensuite la post-production, étalonnage, mixage, montage son, qui sont des étapes qui peuvent être assez chronophages aussi, mais qui finalement sont assez fondamentales aussi pour finaliser un film, quoi. C'est vrai que toute la fin, tout ce travail sur le son, sur la voix de mon double, ça c'est des choses où on a beaucoup travaillé ensuite en post-production pour essayer de donner à la fin du film une dimension un peu forme de conte comme ça. Oui. En fait, ce qui est très intéressant avec cette configuration-là, c'est que habituellement, un cinéaste part à la recherche de quelque chose, il filme cette chose-là, souvent dans un pays qui est étranger, et puis il revient avec des images. Mais ce qui est très beau avec ce que vous avez utilisé comme configuration, c'est que finalement, c'est toujours vous qui filmez cet endroit-là, et puis et ce qui doit être dit sur cet endroit-là, mais par un truchement de cinéma, il s'avère que finalement, c'est une autre personne qui vit là-bas, qui prend la caméra avec lui de manière symbolique et qui garde votre nom et prénom. Enfin, il y a quelque chose comme ça c'est un peu machiavélique, j'ai envie de vous dire même, mais c'est vraiment intéressant. C'est ça qui fait que le film est très très étonnant même dans le rapport à l'auteur du film, dans le rapport à ce qui est filmé. C'est très étonnant. C'est beaucoup plus qu'une énigme, en fait. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que je trouve ce film vraiment étonnant. Non, je vous remercie. Non, mais c'est vrai que à partir du moment où moi je me lançais dans un film qui avait pour thème la question du double, on a beaucoup réfléchi sur comment effectivement donner au film lui-même cette dimension-là. Donc voilà, il y avait cette raison-là, qui était une raison finalement presque ontologique. Et puis il y avait aussi peut-être aussi une dimension politique là-dedans, c'est-à-dire que partir au Congo en tant justement que réalisateur français pour faire un film sur un pays que moi je connaissais pas, où on m'avait en quelque sorte usurpé une identité. J'avais tout à fait conscience aussi des questions politiques que ça posait justement sur l'héritage du colonialisme, sur les questions postcoloniales, etc. Et donc tout au long du tournage et du montage, moi j'avais vraiment ça en tête, parce que je voulais pas justement faire un film où on avait une espèce de vengeur blanc qui venait dans un autre pays pour essayer de... Donc voilà, j'avais conscience de ça, et tout au long du film, voilà, j'essaie de donner la parole aussi aux gens que je rencontre sur ces questions-là, et finalement le fait, en quelque sorte, in extremis, de donner la caméra à ce double, c'était aussi une façon justement d'équilibrer les points de vue, et que finalement ce qui soit dit sur ce pays, sur le Congo, sur cette histoire, ça soit justement en quelque sorte bicéphale, quoi, qu'on n'ait pas qu'un point de vue justement. Le vrai du faux, donc c'est un film qui sort après-demain, le 7 juin, un film de Armel Ostiou, et je recommande vivement d'aller le voir. C'est vraiment une très très belle expérience. Merci beaucoup Armel en tout cas d'avoir... Un film des deux Armel Ostiou. Un film des deux Armel Ostiou, oui. Exactement, oui, exactement. Merci à vous, en tout cas, c'était un plaisir. Et puis, courez voir le film, c'est étonnant, comme je dis. J'ai dû le dire au moins 7 fois, cet adjectif, mais c'est tout à fait logique. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Samir. Générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.